de Paris-La-Défense aux Indiens Kogi de Colombie. On me demande souvent comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre, puisqu'effectivement, on est quelque part dans les deux mondes complètement antinomiques. La Défense étant peut-être le symbole de ce qu'on a fait, nous, modernes, de plus artificiel en termes d'urbanisme et d'aménagement, de plus éloigné de la nature, et le peuple Kogi de Colombie est un peuple qui est resté complètement relié au vivant. Et donc, effectivement, c'est un peu le grand écart, je le conçois volontiers, mais vous verrez qu'il y a quand même un sens qui se dégage de tout ça. Je vais quand même raconter d'où ça vient et comment j'ai atterri là-dedans, parce que c'était quand même un parcours un peu étrange. Vous avez là en photo le même homme à deux âges différents. Donc, en 1985, Éric Julien était coopérant, donc il était jeune, il avait fini On ne le voit Sciences Po. pas. Excuse-moi, Marie-Céline, on ne le voit pas. On est sur la page d'avant. Il faut avancer la Ben, page. j'ai avancé la page. Moi, je suis passée à la page d'après. Alors, attends. Pas nous. Non, ben mince. Peut-être le matin Alors, en plein écran. je suis en C'est plein le écran, ouais. Pas nous. Peut-être C'est alors, sur attends. le partage d'écran, c'est peut-être pas le bon écran qui est partagé. Ah bah Ouais, voilà, c'est ça. ça y est. C'est bon. C'est nickel. Mais donc, je me remets en plein écran et puis on verra si ça marche. Parce que là, en fait, je suis sortie du plein on peut écran. vous dire. Ouais, ok. Donc, Éric Julien, en 1985, il était jeune diplômé de Sciences Po Grenoble et accompagnateur de montagne. Il est parti faire sa copie en Colombie, à l'ambassade. Et un jour, on lui propose d'aller accompagner un groupe dans les montagnes du nord de la Colombie, à la Sierra Nevada de Santa Marta. C'est le petit rond rouge là-haut. Ce sont des montagnes mythiques parce que ce sont les plus hautes montagnes du monde en bordure de mer. On est sur des montagnes 5-6 000 mètres d'altitude et à 35 km à vos pieds, vous avez la mer des Caraïbes. Et donc, ce sont des montagnes qui sont mythiques de ce point de vue-là, et également parce qu'ils vivent des Indiens mystérieux, parce que très difficilement accessibles, différents peuples autochtones, et notamment les Kogi, qui sont un peuple précolombiens et qui vivent très très haut dans les montagnes et complètement coupés de la modernité. Et donc Éric, quand on lui a proposé d'aller là-haut, évidemment, il a tout de suite dit oui. Et il a eu un problème de santé en altitude, lié à l'altitude, un œdème pulmonaire, donc de l'eau dans les poumons. Et de l'eau dans les poumons, il n'y a pas grand-chose à faire, vous êtes conscient, mais vous vous noyez de l'intérieur, vous ne pouvez plus bouger. Donc ils l'ont laissé là. Ça, c'est un petit point un peu mystérieux de l'histoire. Le groupe l'a laissé là et il était en train de mourir tout seul dans la montagne. Il a été trouvé par des Indiens qui l'ont ramassé, qui l'ont soigné et qui lui ont sauvé la vie. Donc des Kogi, une famille de Kogi, dont des chamans qu'on appelle des mamous. Quand il est reparti, il leur a dit: qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie? Et ils lui ont dit: écoute, aide-nous à récupérer nos terres ancestrales qui nous ont été volées depuis des siècles, parce que on a perdu, maintenant on vit tellement haut de la montagne d'abord on ne peut plus cultiver la terre, donc on ne peut plus se nourrir, et puis surtout on a perdu l'accès à nos sites sacrés. Les Kogi considèrent qu'ils sont les gardiens de la terre, et que pour soigner la terre, qui est leur mission spirituelle, ils doivent soigner des sites sacrés. Or, ces sites sacrés ont pour partie été confisqués, volés par les conquistadors, les agriculteurs qui cultivent notamment la coca, par les paramilitaires et par des tas de choses qui se passent en Colombie et dont ils ont été les victimes et sont toujours les victimes aujourd'hui. Éric, qui avait 25 ans, je le rappelle, a dit: bien sûr, pas de problème, je m'en occupe. Il est parti, il est rentré en France et il a créé une ONG qui s'appelle Chendukwa, qui depuis, alors ça a mis un peu de temps parce que c'était assez complexe comme chose à faire, et qui depuis 25 ans s'occupe, c'est la mission première de Chendukwa, et de lever de l'argent pour racheter des terres, pour les rendre aux Kogi et pour accompagner les Kogi dans leur mission de régénération de ces terres qui sont généralement très abîmées puisqu'elles ont été soit surexploitées, soit c'est aussi un territoire où il y a beaucoup de mines, et donc globalement ce sont des terres qui sont très abîmées. Est-ce que vous voyez la slide suivante? Ça a bougé ou pas? Non, ça ne bouge pas. Non. En fait, je pense que c'est parce que vous ne partagez pas le bon écran. Ben si,
C'est bon, là? Ah, bah, je sais pas. Enfin, Là, c'est bon. Là, c'est bon. Bon, on va rester là, comme ça alors, non? Oui, Ouais, ouais. parfait. Donc, depuis 97, à peu près 3000 hectares ont été rachetés et restitués. Une centaine de familles se sont installées sur ces terres. Ça fait à peu près 400 personnes. 3 villages ont été créés qui ressemblent à ces petits villages que vous voyez là, nichés dans les arbres. Et chose à notre connaissance unique dans le monde, des sites sacrés au sens sites spirituels datant de l'époque précolombienne sont réveillés aujourd'hui par les chamans et qui les remettent en activité et qui les réveillent. Donc, c'est assez extraordinaire déjà, ça comme action. Les Kogi, donc nous on les appelle les Kogi, eux-mêmes s'appellent plutôt les Kagba. Aujourd'hui, c'est environ 25 000 personnes. Ce sont les héritiers des Tairona, qui était donc une des civilisations les plus brillantes précolombiennes dans les Amériques, avant l'arrivée des conquistadors. Et les Kogi sont les héritiers de cette civilisation et ont réussi à préserver les savoirs et la société Kogi quasiment intacte. C'est un peuple autochtone qui est resté extrêmement, comment dire, le mot m'échappe, enfin bon, qui est très fidèle à sa culture, et ils considèrent qu'ils sont les gardiens de la terre-mère, c'est leur mission, et qu'en prenant soin de leur territoire, ils prennent soin de la planète entière, parce que leur territoire, dans leur vision, est le cœur de la Terre. La société Kogi est gouvernée par quelques principes sur lesquels je ne m'étendrai pas, mais je vais juste dire que essentiellement, ce qui distingue la société Kogi des nôtres sociétés modernes, c'est qu'elle est gouvernée par ce qu'ils considèrent être la loi de C, qui est la loi de la nature, nous on dirait la loi de la nature ou la loi du vivant, qui est une loi qui s'impose aux hommes, qui fait partie du vivant, versus nos sociétés qui sont gouvernées par des lois qui sont faites par les hommes, pour les hommes, en fonction des intérêts des hommes et des aléas des élections, on va dire. Donc ça, c'est une différence fondamentale. Une autre chose importante, c'est qu'ils considèrent leur territoire comme un corps territorial. Ils font l'analogie, par exemple, avec le corps humain. De la même manière que quand vous allez chez l'acupuncteur parce que vous avez mal, j'en sais rien, au pied ou quelque part, il va vous mettre des aiguilles sur certains points du corps, que ces points-là, on soigne l'ensemble du corps. De la même manière, un territoire a un certain nombre de points qu'on a appelé nous dans nos traductions, mais sites sacrés, qui posent beaucoup de problèmes d'ailleurs chez nous avec la connotation du mot sacré, mais qui sont des points, on va dire, à haute valeur naturelle qu'ils considèrent devoir absolument protéger de toute interférence et soigner. Et leurs chamans sont formés pour chacun dans des spécialités pour soigner ces différents sites sacrés. Je vous ai dit que quand les terres sont restituées, elles sont régénérées, et en fait, les savoirs des Kogi sont aujourd'hui reconnus par l'UNESCO comme patrimoine immatériel de l'humanité, et beaucoup de scientifiques s'intéressent à leur savoir-faire, parce que ce sont des écologues nés. Nous, on découvre aujourd'hui la permaculture, ils pratiquent la permaculture depuis toujours, et quand ils récupèrent un territoire, ils font repartir la biodiversité très, très rapidement, et on a un peu de mal à comprendre comment. Et donc, Chen Dukwa a commencé à poser un certain nombre de questions sur les connaissances que les Kogi ont, et est-ce qu'ils ont des connaissances que nous ignorons. On s'est en tout cas aperçu qu'ils avaient des connaissances que nos scientifiques ont découvertes il y a peu de temps et qu'eux ont clairement depuis très longtemps, par exemple des connaissances en matière de cosmologie et d'étoiles. Deuxième type de question, est-ce que leurs connaissances, et notamment leurs connaissances en lien avec la nature, sont opérantes en dehors de leur territoire? Ok, ils connaissent leurs montagnes, ils savent soigner leurs montagnes, mais est-ce que c'est valable ailleurs, et notamment chez nous? Et est-ce que les Kogi peuvent nous aider à réveiller nos propres mémoires, la connaissance de nos propres territoires? C'est une troisième question qu'on s'est posée. Et cette question répond à une interpellation qui a été faite par les Kogi eux-mêmes. Vous avez là le gouverneur Kogi à Lagos et Conchacala,
qui n'a cessé pendant le parcours dont je vais vous parler de nous interpeller en nous disant en gros, aujourd'hui, on est à un moment crucial de l'histoire de la planète. Il y a deux chemins possibles. Il y a celui que vous, les modernes, avez privilégié, le progrès, la croissance, la conquête, un chemin qui entraîne la destruction de la nature, le déséquilibre, la guerre. Nous l'appelons Chikwakala. Et puis, il y a un autre chemin, le chemin de la préservation, de l'équilibre, prendre soin de la vie en nous et autour de nous pour préserver l'harmonie et la paix. Et nous l'appelons Chendukwa. Et il nous interpelle en disant, qu'est-ce que vous allez choisir, vous, aujourd'hui? Est-ce que vous allez choisir de continuer dans Chikwakala ou est-ce que vous allez essayer de rééquilibrer les deux énergies, parce que ce sont deux énergies, et de, quelque part, réapprivoiser Chendukwa. Et si vous êtes prêt à essayer cet autre chemin, et il a interpellé les gouvernants, les scientifiques, les entrepreneurs, les enseignants, si vous êtes prêts à essayer, alors nous, Kogi, on est prêts à travailler avec vous dans le dialogue et dans le respect. Et c'est vraiment une main tendue qui, sur le plan politique et historique, est assez bouleversante parce que ce peuple, ce sont les survivants d'un génocide qui a été perpétré par les conquistadors et ensuite par tout ce qui a suivi. Et encore aujourd'hui, ils sont victimes d'énormément de violences. Il y a des assassinats en permanence, ils sont chassés de leurs terres. Et malgré cela, ils ont survécu en se coupant de la modernité et en étant totalement isolés. Et aujourd'hui, du fait de l'urgence écologique qu'ils perçoivent de leur montagne, ils prennent quelque part le risque de sortir de leur isolement et de nous tendre la main dans cette tentative de dialogue en disant « vous avez votre science, nous avons nos propres savoirs, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se parler, de dialoguer et de mettre ça ensemble pour ensemble inventer un chemin différent ?» Et donc, et c'est là où j'interviens aujourd'hui en accompagnement de cette ONG. Nous avons organisé à l'automne dernier, du 25 septembre au 18 octobre, ce qu'on a appelé un diagnostic croisé de santé territoriale autour d'une thématique centrale qui était le Rhône, la santé du Rhône, pour faire dialoguer les savoirs ancestraux des Kogi avec la science moderne et des scientifiques et des experts de chez nous à travers différents points de territoire. Donc, vous avez là les photos des Kogi qui sont venus pendant ces 3 semaines, le gouverneur, deux mamas, José Pinto et Luciano, qui sont donc des chamans. La femme que vous voyez en bas à droite, c'est une chamane également, une saga, parce qu'ils ont des chamans hommes et des chamans femmes. Et puis au milieu, vous avez Louis, qui est un jeune leader qui est en formation pour devenir lui-même un jour gouverneur. On a fait un parcours donc, qui a duré 3 semaines, non-stop, c'était hyper intense. La carte était un peu pas très facile à lire, mais en gros, l'histoire, on a parcouru le Rhône depuis le glacier source du Rhône jusqu'au delta en Camargue, avec des points que nos experts considéraient des points névralgiques hypersensibles, soit par exemple la jonction du Rhin et du Rhône, évidemment le delta, enfin différents points. Et puis on est passé par d'autres sites, par exemple une mine d'uranium à Rofin, qui est une mine qui n'est plus en activité, mais qui est un site d'observation par le CNRS de l'impact des radiations sur la biodiversité et sur la nature. Et les Kogi, ils ont souhaité que les Kogi viennent là parce qu'ils sont des très grands experts des radiations et des rayons. On est allé également en Corse sur un site néolithique. Et puis on a fini en Île-de-France. C'est le petit point vert là-haut, donc là, il ne faut pas avoir un esprit très géographique, enfin, souci géographique, en Île-de-France, avec surtout des rendez-vous institutionnels, président de région, ministre de la transition écologique, une grande conférence à la scène musicale et une visite au bois Saint-Martin, qui est un bois privé qui a été racheté par la région et qui est aujourd'hui la réserve de biodiversité dans l'Est parisien, entre Vincennes et Euro Disney. Et donc, sur tout ce parcours-là, sur des sites naturels, il y avait des temps d'échange entre des scientifiques, des experts, les Kogi, des rencontres institutionnelles avec le maire de Genève, le maire de Lyon, le maire de Grenoble, donc des élus, des agents publics. On a organisé également, à la demande des Kogi qui tenaient absolument à rencontrer la jeunesse de chez nous. Donc, on a organisé 2 temps très forts de dialogue, questions-réponses, très vivants et très percutants avec des collégiens et des lycéens. L'un
à Villeurbanne et l'autre ici à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Et puis voilà, donc ça a été 3 semaines de rencontres entre deux civilisations, deux époques, deux formes de pensée, où on s'est rendu compte à la fois à quel point on était éloignés et en même temps à quel point on pouvait être proches. Et quelque part, se retrouvant, malgré nos différences, sur des territoires où on respirait le même air, on touchait, nos pieds foulaient le même sol, les feuilles et le vent étaient le même. Et donc, on partageait ça, et à travers ce partage-là, ça rendait possible un dialogue qui a été un moment absolument extraordinaire pour tous ceux qui ont eu la chance d'y participer. Là, je vous ai mis juste quelques photos pour vous montrer. En haut à droite, moi, c'est la première fois où je les ai rencontrés. J'arrivais directement de Paris. On était fin septembre en pleine canicule. Il faisait 33 ou 34 degrés. Là, on est en haut du glacier Sourds-du-Rhône. C'était un moment extrêmement émouvant parce que ce glacier, il est moribond. Il y a presque, vous voyez, la glace, elle est toute marron. Il n'y en a presque plus. En dessous, il y a un vague lac avec de la glace qui est bâchée par du plastique parce que ça ralentit apparemment la fonte de la glace. Et on a passé une journée là et avec les Kogis, et ils nous ont fait leur lecture du territoire. Il y a eu un dialogue incroyable avec notamment le directeur général de l'agence de l'eau du canton de Genève, qui est le plus haut fonctionnaire en charge de l'eau à Genève, et qui avait organisé toute la partie suisse de l'échange. À gauche, vous avez donc la conférence à la scène musicale. En dessous, vous avez une petite image du dialogue, d'un temps d'échange avec les jeunes, très joyeux. En bas, c'est une image qui me fait rire parce que vous avez le choc des civilisations avec la brochette de Kogi dans leur tenue traditionnelle, ils sont habillés tout le temps comme ça, avec Cédric Villani, qui était l'un des scientifiques qui participe à l'aventure avec nous. Puis au-dessus, vous avez la brochette de nos autochtones à nous. Donc, c'est assez drôle, la juxtaposition. Quand ils étaient en Île-de-France, je les ai logés, enfin plutôt mes parents les ont hébergés dans leur maison parce que j'avais beaucoup d'angoisse à l'idée de les loger dans l'arrivée en métropole, la ville, le bruit, tout ça. Enfin, je me suis dit, en plus, après 3 semaines hyper intenses, on va les tuer. Et donc, mes parents les avaient hébergés dans leur maison qui est dans les Yvelines, en bordure de forêt. Et là, c'est juste une image parce que c'était l'anniversaire de mon père. Et c'était le dernier soir avant le départ des Kogis. On a vécu un moment très joyeux, très festif. Et c'est juste pour dire que, au-delà de l'aspect scientifique, intellectuel ou intérieur, on a beaucoup rigolé aussi. Et à droite, vous les voyez, ils sont en train de déjeuner chez moi. Moi, j'habite sur une péniche. Et là, ils sont en train de manger un couscous. Et j'ai eu beaucoup aussi d'interrogations avant sur comment est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'il faut leur donner à manger. Et le couscous a donné lieu à un espèce d'échange assez drôle, de malentendu, on va dire, parce qu'ils me demandaient ce qu'ils étaient en train de manger. Et puis, j'ai fait ma langue à fourcher en espagnol. Puis, il y avait des histoires de traduction d'espagnol et ensuite d'espagnol en Kogi. Et en fait, au lieu de leur dire que c'était un plat typique d'Afrique du Nord, j'aurais dit un plat typique de l'Afrique de la mort. Et alors, ils ont été absolument horrifiés. Enfin bref, donc tout ça pour dire qu'il y a eu aussi, ce moment-là a aussi été un moment sur le plan humain très joyeux. Je vous ai juste remis là quelques mots qui évoquent ce que ça a fait résonner chez moi et chez la plupart des gens qui ont participé. Les Kogis nous ont beaucoup fait réfléchir à la question de comment on se centre, comment on élargit nos horizons quand on aborde un sujet, un problème, un territoire, la question du rythme, de la vitesse, de notre vitesse effrénée. Ils n'arrêtaient pas de nous dire attends, mais attends, on est en pleine canicule, mais le réchauffement climatique, il est d'abord dans vos têtes. Arrêtez-vous 2 secondes, asseyez-vous sous un arbre et rafraîchissez votre cerveau et vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Ils ne sont pas du tout dans l'idéologie ou le jugement, et notamment le jugement vis-à-vis de nous, les modernes et notre monde et les destructions, parce que quand on était au glacier du Rhône, c'était quand même assez flagrant. Mais ils sont très pragmatiques, bon, écoutez, la situation est telle qu'elle est, vous avez votre façon de faire, on a les nôtres, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait? Et ça, c'était assez bouleversant aussi, je trouve.
Ils ont beaucoup de bon sens et ils nous ramènent beaucoup à du bon sens qu'on a quand même beaucoup oublié et qu'on ne voit plus. Et puis, ils ont de l'humour, un humour incroyable. C'est pour ça que j'ai dit cette photo-là qui me fait beaucoup rire. Elle est prise en Colombie. C'est Eric qui lui-même a beaucoup d'humour et qui est avec un vieux chaman. Et ils font tout le temps en train de faire des blagues. Eric a plein d'histoires de blagues qu'il raconte avec les Kogis. Et puis, quand on était sur les territoires, les questions qu'ils nous posaient, quand on arrivait sur un territoire, par exemple, on arrive dans un parc urbain à Villeurbanne, le parc de la Fessine, et toujours, ils nous posaient un peu les mêmes questions. Où sont vos indigènes? Alors, la première fois, ils nous ont demandé ça. Où sont vos indigènes? Qui sont vos indigènes? Alors là, c'est bien en peine de répondre, mais ça nous a beaucoup fait réfléchir. C'était comment avant la colonisation? Alors, la colonisation, pour eux, quelque part, c'est avant l'urbanisation pour nous, enfin, voilà, mais ça nous pose la question de comment, de l'ancrage dans l'histoire, dans le temps et de ce qu'il y avait avant. Ils nous ont beaucoup fait réfléchir au nom du lieu, des lieux et à l'intention que le nom dénote. Par exemple, le parc de la Fessine, mais pourquoi ça s'appelle un parc? Et on se dit, je sais pas, ça s'appelle un parc. Et en fait, quand on réfléchit, le mot parc, évidemment, est très connoté. Un parc, c'est un lieu fermé. Il y a un côté presque musée, préservation. Ils disent, mais si vous appelez ce lieu école, ça change complètement la manière de l'aborder. Donc, c'était très intéressant parce qu'en fait, ils nous ont fait beaucoup réfléchir à des sujets comme ça. Et puis, les sujets aussi, quelles sont les fonctions? Par exemple, je vous ai mis l'exemple des moustiques. On était en Camargue, il y avait des moustiques énormes. Et moi, j'avais mis un petit short, c'était très chaud. J'ai passé mon temps à tuer les moustiques et à m'énerver sur ces moustiques. Et le gouverneur, il me dit, mais arrête de tuer ces moustiques sont très importants. Ils sont gardiens de la Camargue, c'est gardiens de ce lieu. S'il y a des moustiques dans ce lieu, c'est qu'ils ont une fonction, ils ont un rôle. Et là, les gens qui étaient en charge du lieu où on était, on dit, mais bien sûr, ça, on le sait, si les moustiques n'étaient pas là, la Camargue ne ressemblerait pas du tout aujourd'hui à ce qu'elle est parce qu'elle aurait été urbanisée. Les hommes, ils seraient venus. Et de la même manière, ces zones humides, c'est comme dans notre corps humain, on a des zones humides, pas forcément ragoûtantes, qui n'ont pas vocation à être exposées à tout le monde, mais qui ont une fonction très importante. Réfléchissez aux fonctions de ces zones humides sur votre territoire et pourquoi il faut les préserver. Donc ça, c'est juste un exemple de type de discussion qu'on pouvait avoir avec eux sur un point de territoire. Et donc, juste pour finir cette introduction, à l'interpellation Chikwa Kalauchen Dukwa, moi, ça me renvoie à l'introduction qu'avait faite la rabbine Delphine Orviller, qui est venue introduire la conférence à la scène musicale. Et cette conférence a eu lieu une semaine pile avant le 7 octobre, après le 7 octobre, pardon. Et donc, autant dire qu'elle était évidemment dans un très grand bouleversement. Et elle est quand même venue et elle nous a fait une introduction assez, très, très inspirante où elle disait que dans la Genèse, dans la Bible, il y avait deux passages qui parlaient de l'homme et de la nature. Et l'un qui disait, en gros, que l'homme, Dieu crée l'homme et Dieu crée la nature et demande à l'homme de prendre soin de la nature, d'être gardien de la nature, d'en prendre soin. Il y a un autre passage qui est celui qu'on a retenu, qui est l'homme dominera et façonnera la nature. Et la modernité n'a retenu que ce deuxième passage, et c'est la version guerrière. Et quelque part, Chikwa Kalauchen Dukwa, ça nous renvoie à ça, à guerrier ou gardien. Gardien en anglais, c'est gardener, jardinier. Et donc, voilà, tout cet échange et ce dialogue que nous avons entamé et sur lequel aujourd'hui ma mission continue en termes de réflexion sur quelle suite, elle nous interpelle sur la notion même de dialogue, la notion d'altérité, la question du réveil de nos mémoires et de quelque part notre identité. On voit bien qu'aujourd'hui, on a un gros sujet d'identité dans nos sociétés. Et le lien pour moi, que je fais avec mes métiers d'avant, à la défense ou d'élu local, quelque part, c'est toujours ce lien avec le territoire et de l'aménagement au ménagement de nos territoires. Et quand je parle des territoires, aujourd'hui, je parle aussi bien de nos territoires géographiques que de nos territoires sociaux, nos entreprises, par exemple, ou nos territoires intérieurs. Pour moi, tout ça, c'est lié et il y a quelque part à renouer avec une approche peut-être holistique. Voilà, donc voilà pour un peu une introduction rapide, mais pour essayer de vous resituer un peu le sujet. Et puis maintenant, je pense que le mieux, c'est qu'on échange dessus. Voilà.
Ouais, je vous invite à interagir avec Marie-Célie. Il y a notamment Hélène qui m'a envoyé un petit mot en me disant qu'elle avait eu l'occasion de rencontrer un Kogi. Donc Hélène, si tu veux intervenir, tu es tout à fait la bienvenue. Et puis les autres aussi, hein, partageons, échangeons. Je sais que pour certains d'entre vous, la fonte des glaces est un vrai sujet, n'est-ce pas Pascal? Nathalie, tu as une question. Alors, on t'écoute. On t'entend pas, tu dois être en mute. Exact, excuse-moi. Vous nous avez parlé, merci Marie-Célie, c'est très inspirant. Vous nous avez parlé des sujets qui vous avaient surpris sur leur questionnement, quels sont qui sont les indigènes, pourquoi tel lieu s'appelle comme ça, sur la nomination des lieux. Mais eux, qu'est-ce qui les a surpris, eux? Alors, c'est difficile à dire parce qu'ils sont pas, ils reçoivent et ils sont pas forcément à exprimer beaucoup de choses, beaucoup. Mais ce que je peux dire, c'est que, par exemple, ils nous interpellent beaucoup sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur notre rapport au temps, sur cette espèce de frénésie permanente, de surchauffe en fait. Et avec eux, rien que d'être avec eux, on était obligé de ralentir et de se rafraîchir. C'était une obligation. Et quand on rentrait sur un territoire, ça nous interpellait sur notre posture. Et de la même manière, quand on rentre dans une réunion, je pense, avec quoi on arrive. Il dit, vous arrivez sur un territoire, un beau territoire naturel, et vous arrivez là avec votre stress, tous vos problèmes, et vous dites, ah, c'est beau ici, et quelque part, vous vous jetez dans ce territoire, vous ne demandez pas la permission de rentrer, alors vous n'êtes pas tout seul, hein, vous débarquez là-dedans, mais il faut d'abord prendre le temps de, voilà, de se poser, de se présenter, et ensuite, vous déversez tous vos miasmes quelque part, et puis vous repartez, vous êtes content, vous êtes rafraîchi, vous êtes fait du bien, puis vous repartez. Mais toutes vos saletés, vous les avez laissées derrière vous. Qu'est-ce que vous faites pour, quelque part, pour rendre ce que vous avez reçu? Et eux, ils sont toujours dans ça, dans une espèce de logique circulaire. Quand on passait des journées qui étaient on avait organisé un programme à la comme on sait faire, hyper minuté, matin, midi, soir, tous les jours un endroit différent. C'était une folie furieuse sur 3 semaines. Et eux, le soir, nous, on se couchait épuisés. Et eux, le soir, en fait, ils revivaient la journée parce que les Kogis vivent beaucoup la nuit. Et ils passent beaucoup de temps la nuit entre eux à parler et à revivre ce qu'ils ont vécu dans la journée. Et ils font quelque part leur travail spirituel la nuit. Et donc, or, nous, la nuit, nous, on vit le jour, quoi. On a la lumière tout le temps. Faut savoir que les chamans Kogi sont choisis pour être chamans avant leur naissance, et ils sont formés pendant 18 ans, dès la naissance, 18 ans, deux cycles de 9 ans, après les 9 mois dans le ventre, 2 cycles de 9 ans, dans le noir, soit dans des huttes, soit dans des grottes, et la nuit. Donc, l'obscurité pour les Kogis est l'origine de la vie, et l'origine de tout. Donc voilà, ils nous ont beaucoup interpellés là-dessus. Ils sont, une petite anecdote, mais qui est sur la même thématique. On était donc en montagne et on circulait en voiture et on passait dans des tunnels, forcément. Et parfois des très longs tunnels. Et les Kogis, quand vous rentrez comme ça dans la montagne, ils se figent. Ils sont extrêmement mal à l'aise. Pour eux, c'est faire des trous dans la montagne et rentrer dans la montagne. À un autre endroit, on les a emmenés à Saint-Maurice, à l'abbaye de Saint-Maurice, où il y a une source dans la montagne, où on peut rentrer à pied. On fait 20 minutes à pied dans la montagne à travers un espèce de l'ancien lit de la source, et on arrive à un moment donné dans une grotte avec une cascade. C'est un endroit absolument incroyable. Eux, ils en étaient malades de nous suivre, et ensuite ils ont dit, mais pour nous, c'est impossible de faire ça. C'est comme si on vous rentrait dans votre corps à vous ne pouvez pas rentrer dans la montagne comme ça. Il dit, mais pourquoi vous faites des trous dans la montagne? Et on lui dit, on fait des trous dans la montagne, c'est pour aller plus vite, justement. et donc ils nous disent, mais jusqu'où est-ce que vous voulez aller plus vite?
Et donc c'était voilà, c'était un exemple de questionnement. Et Marie-Célie, moi j'ai aussi une question d'ampleur. Tu nous parles d'eux en France, mais est-ce qu'ils agissent dans d'autres pays? Et deuxième question, comment le gouvernement, en fait, il s'en saisit ou pas en termes de futures actions ou de Le réflexion? gouvernement français? Oui, français. Alors, non. Alors, pour l'instant, en fait, ce qu'on est en train de commencer, ce dialogue croisé à travers des diagnostics de santé territoriale, c'est la première fois qu'ils font ça. Oui. Ils ont demandé à Tchendoukoua d'être, parce que c'est leur tiers de confiance, ça fait 30 ans qu'ils travaillent ensemble et qu'ils ont noué des relations de confiance. Mhm. Et donc pour l'instant, c'est vraiment avec Tchendoukoua qu'ils font ça, en Suisse et en D'accord. France. En Suisse et en France. Mhm. Et la question aujourd'hui qui se pose, c'est comment est-ce qu'on continue? Parce que là, on a fait 3 semaines et donc on est en pleine réflexion sur le gouverneur nous a dit à l'issue de ces 3 semaines qu'il était heureux de ce dialogue et que maintenant que la confiance était là, il souhaitait pouvoir poursuivre. Donc, il est très en demande. Et donc, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on poursuit. Donc, on a des pistes, je pourrais en parler si vous voulez. Le gouvernement, écoutez, j'ai organisé une rencontre avec le ministre de la Transition écologique, qu'il est encore pour quelques semaines, qui très gentiment les a reçus, je vais dire très gentiment parce qu'on a fait activer on va dire le réseau. Il a bien fait au sens politique, dans le sens où il a fait une réception officielle. Ouais. Quand je dis officielle, c'est-à-dire que le ministre, le ministre est descendu les accueillir en bas du perron. Donc ça, pour un peuple autochtone, c'était une reconnaissance. Et pour le gouverneur, l'autorité politique, c'était une très grande reconnaissance. Donc c'était très important pour lui. Pour nous, je trouvais que c'était un peu du cinéma, mais pour le gouverneur Kogi, c'était très important, de la même manière que d'être reçu par la présidente de région officiellement, c'était très important, ou par le maire de Genève, c'était très important. Quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, c'est quoi votre vision? Le projet? Ouais, c'est ça. C'est quoi la vision? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? En fait, on réfléchit toujours autour de ces questions sur est-ce que les savoirs Kogi sont opérants en dehors de leur territoire et quelque part, s'ils le sont, est-ce qu'ils peuvent nous aider à prendre soin de nos propres territoires et à les régénérer, puisque ce sont des grands experts, et comment être crédible dans cette démarche, sachant que moi je le vois bien quand je vais voir des collectivités, un maire il est OK pour les recevoir quand ils viennent parce qu'il y a un côté un peu exotique, un peu exceptionnel, et donc ça fait un joli coup, une belle photo, mais ensuite de là à engager une vraie expérimentation sur un parc, voilà, c'est une autre démarche et c'est plus compliqué. Et donc, ce qu'on souhaite faire, c'est quelque part développer notre propre expérimentation sur 2 territoires un peu témoins propres, un territoire en Colombie et un territoire en France. Donc en Colombie, il s'agit de racheter une terre, mais qui soit une terre non pas dans les montagnes comme jusqu'à présent et qui ne sont pas accessibles pour les touristes comme bientôt peut-être Nathalie, parce que les Kogi ne souhaitent pas il y a un vrai sujet de se préserver du tourisme. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une terre plus proche de la mer, qui soit un lieu de laboratoire, pilote, école, où on puisse recevoir des étudiants, des chercheurs, des élus, pour transmettre et démontrer le savoir-faire des Kogi. Et en France, on a un projet qui est dans la Drôme, où on a un site qui existe déjà, qui est un lieu de formation, qui organise des stages de formation, de reconnexion au vivant, à la nature, et que les Kogi connaissent, puisqu'ils sont déjà venus, ils sont retournés là en octobre. Et il se trouve que sur ce site, il y a des terres agricoles qui vont être à vendre bientôt, qui ont été occupées par un paysan et des vaches. Et le projet, c'est de racheter ces terres et d'en faire pareil, un laboratoire, de les régénérer avec un groupe de scientifiques et des Kogi
et de mettre en pratique leurs préconisations et de les instrumenter de manière objective, scientifique, pour pouvoir arriver ensuite, quand on propose d'accompagner des tiers, que ce soit des élus ou d'autres, sur la régénération de leur territoire, d'arriver avec un discours qui soit un peu plus entendable par eux et qui relève moins, on va dire, de la pensée magique, parce qu'il y a quand même encore un peu de ça. On parle de choses qui sont difficiles à entendre pour beaucoup de gens quand même encore aujourd'hui. Alors, il y a 3 questions, 3 mains qui se sont levées. On va commencer par Isabelle, ensuite il y aura Stérène et Marie. Isabelle, on t'écoute. Merci. Alors, ça va dans le sens, merci beaucoup pour la présentation de ce que vous êtes en train d'évoquer. Je me demandais comment s'était passé le dialogue scientifique entre nos scientifiques, justement, comment se faisait la connexion et effectivement les co-guides dans la transmission de connaissances, en fait. Alors, en fait, les temps de dialogue étaient organisés la plupart du temps sur des sites, sur des sites naturels, donc par exemple à la jonction du Rhin et du Rhône, donc en très petits comités. Et donc, on n'était pas dans des salles, à une exception près dont je vais parler parce que c'était quand même assez notable. Et le dialogue passait par justement ce site naturel, donc de l'entrée sur le territoire, la question de la posture, toute une méthodologie, on va dire, de dialogue autour de comment on se présente, comment on rentre en relation les uns avec les autres, ce qui était très important en fait, parce que les co-guides, ils débarquent de leur montagne en Colombie. Et il ne s'agissait pas simplement de leur dire, bon, c'est quoi votre diagnostic sur ce territoire et qu'est-ce qu'il faut faire. Et en fait, beaucoup de gens arrivent en disant, bon, alors qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Et en réalité, ce qui a été assez marquant, et quand on a fait la conférence à la scène musicale qui était à la fin des 3 semaines, les scientifiques qui sont venus témoigner, on leur a dit, bon alors, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en retenez, est-ce que vous avez appris des choses? Ils ont tous témoigné non pas sur le domaine des connaissances, mais sur le domaine, je vais dire, de la transformation intérieure. Et pour des scientifiques, c'est pas rien d'aller sur ce champ-là. Et donc, et aujourd'hui, on est en train de faire un nouveau temps avec eux de restitution, donc plus de 6 mois après, 8 mois après. Et là, ils commencent à parler, à rentrer plus sur des sujets de fond, de comment ça a changé leur regard d'expert, leur façon de réfléchir, comment ils ont été étonnés que de se rendre compte qu'ils parlaient de la même chose, mais avec des points d'entrée ou des clés d'entrée complètement différentes. Mais en disant, on a eu besoin d'un long temps de décantation, parce que c'était tellement désarçonnant quelque part d'avoir cette confrontation avec une forme de pensée qui est radicalement différente. Donc, c'était intéressant. Alors, l'expérience dont j'ai envie de parler, c'est quand on est allé à Genève, au CERN. Le CERN, c'est un laboratoire qui travaille sur l'accélération de particules. Donc, ils nous ont fait visiter toutes leurs installations hyper sophistiquées. Donc, on était avec nos 5 co-guides en pyjama blanc là, qui se baladaient au milieu de ces installations, avec 4 ingénieurs du CERN qui sont des gars super capés, qui nous expliquent. Moi, j'y comprenais strictement rien. Je me demandais ce que les co-guides, c'était leur 2e jour, pouvaient bien y comprendre, en plus avec les histoires de traduction, parce qu'il faut penser qu'on parlait en français, qu'on traduisait en espagnol, qu'on retraduisait en kogi. Mais ils disaient rien, ils écoutaient, on tournait, on visitait, puis à un moment donné, on va s'asseoir dans une salle de réunion, une petite salle aveugle, affreuse, comme on sait les faire. Et puis à un moment donné, on passe la parole au kogi. Et là, le gouverneur, personne n'avait dit, aucun kogi n'avait ouvert la bouche, se lève et dit, écoutez, moi, je vais vous expliquer comment pour nous fonctionne l'énergie dans le vivant. Et il avait sous sa chemise, là, il avait un quartz qui est accroché au cou. Et il explique, moi, j'ai été à l'école catholique, à l'école des Blancs, puisque j'ai été préparée à devenir gouverneur, et donc on m'a formée dans vos écoles. Et dans vos écoles, on m'a appris que les pierres étaient une matière morte. Et pour nous, ça, c'est même pas imaginable de dire des bêtises pareilles.
la vie pour nous procède des pierres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et il commence à expliquer, à faire toute une explication avec des cercles, 9 cercles, auxquels je ne comprenais toujours rien, pas plus que ce que les ingénieurs du CERN avant expliqué. Mais alors, en revanche, ce qui était absolument flagrant, c'est que les ingénieurs, ils ne perdaient pas une miette de ce qu'ils racontaient et que clairement, ils parlaient de la même chose. Et ensuite, il y a eu un dialogue entre eux, mais très étonnant. C'est parti de l'énergie et de la matière, et ça a fini sur un dialogue sur comment est-ce qu'on l'épistémologie, comment est-ce qu'on fabrique le savoir. Les ingénieurs ont dit, ben voilà, nous on est des scientifiques et voilà notre méthode. On pose des hypothèses, on fait des thèses, des expérimentations, puis à un moment donné ça valide et donc ça devient une loi scientifique. Et vous, comment est-ce que vous faites? Et là, le gouverneur dit, c'est presque qu'il n'a pas explosé de rire en disant, nous, non, ce n'est pas nous qui décidons des lois. Les lois, elles sont là, c'est la loi de la nature. Et nous, on est juste là pour l'accueillir et pour la comprendre. Mais ce n'est pas nous qui allons la créer. Et donc, c'était très étonnant. Et on a demandé à la fin à l'ingénieur du CERN comment est-ce qu'il vivait ce dialogue et ce temps. Et il a dit, par principe, moi je suis un scientifique et par principe, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Ce qui devrait être d'ailleurs la base de la démarche scientifique, de la curiosité scientifique. Mais ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'on a souvent dans nos modèles de société, on est plutôt assis sur des certitudes qui deviennent des dogmes et qui nous empêchent de nous ouvrir à ce qu'on ne sait pas. Mais là, c'était très étonnant de se retrouver avec des scientifiques qui disaient, je ne sais pas ce que je ne sais pas, et donc je suis par définition très ouvert à ce type d'échange. Super. Stérène, je passe la parole. Oui, merci. Merci Marie-Célie pour la présentation super intéressante. Je me demandais dans quelle mesure vous aviez peut-être des connexions avec l'association World Eagle qui essaye de faire reconnaître des droits de la nature, des droits des écosystèmes naturels et du coup, il y a un certain nombre de mouvements citoyens aussi qui sont soutenus par cette association pour préserver des écosystèmes naturels en France. Ça, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas si Chendouquois, c'est probable que les salariés de Chendouquois aient des relations avec Wild Eagle. Moi, je ne sais pas, parce que moi, je suis juste intervenue. Je suis arrivée complètement par l'extérieur sur ce projet-là, donc je ne peux pas répondre à cette question. J'en sais rien. D'accord, c'est Éric Julien, du coup, qui est… Éric Julien, où il a 2 collaboratrices qui sont salariées de Chendouquois et que vous pouvez contacter si ça vous intéresse. Vous pouvez leur écrire et leur poser la question. Super, merci. Marie, à toi. Oui, moi c'était parce qu'on discutait tout à l'heure du côté peut-être un peu anecdotique en fait de la présence des Kogi en France, de l'impact que ça peut avoir et en même temps la force que ça représente quand il y a des connexions avec des sachants jusqu'au niveau voilà, que vous avez évoqué. Donc si on ne peut pas faire venir les Kogi à nous, il faut qu'on vienne à eux. Donc cette question de la formation et de la transmission de leur savoir, s'ils sont d'accord, comment c'est possible, et que ce soit eux qui puissent irradier, soit par l'expérimentation, les expérimentations dont vous avez parlé, soit par des choses peut-être plus structurées, ça fait carrément envie. Donc, voilà, donc est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est utopiste? Est-ce qu'on n'est pas assez bien pour eux finalement? Enfin, mais en tout cas, le chemin de la formation et de la transmission au-delà de leur propre peuple, ça interpelle, ça titille. Hein, voilà. En tout cas, moi, ça titille. En fait, c'est Éric Julien donc, qui a créé Chendouquois. Il a également créé une autre association qui s'appelle l'École pratique de la nature et des savoirs, et qui est justement basée dans la Drôme et qui organise depuis 10 ans des stages de formation, qui a aussi créé une école primaire de la nature qui est très fondée sur les principes de gouvernance des Kogi. Et tous les stages qu'il organise sont des stages en gros pour se rappeler les principes du vivant, parce qu'en fait,
Kogi ou pas Kogi, le sujet c'est ça, c'est de nous réveiller en nous la mémoire qu'on est des êtres vivants dans le vivant. C'est des choses qu'on a quand même beaucoup oubliées. Et donc lui, il fait ça depuis 10 ans. Et dans le projet qu'on a de prolongement du dialogue croisé, en fait, il y a un volet laboratoire, recherche-action avec les scientifiques, et un deuxième volet qui est un volet de formation et de pédagogie, qui passera à la fois par la poursuite de ce que Eric fait déjà, et le projet sur lequel je dois travailler maintenant, c'est de créer un club de dirigeants parce qu'on a pas mal de dirigeants en fait qui sont intéressés, de dirigeants d'entreprises, soit par les cercles APM, soit par APM, GERM ou d'autres clubs dans lesquels Eric intervient beaucoup, et qui sont les CJD aussi, qui sont très intéressés par tous ces sujets-là, et qui se posent la question de justement de cette relation au vivant. Comment est-ce que comment est-ce qu'elle change ma manière d'être moi comme dirigeant, d'abord comme être humain, ensuite comme dirigeant, et comment est-ce que je remets mon territoire social, entreprise, en mouvement et en lien avec le vivant, parce qu'en fait, les principes du vivant sont des principes qui s'appliquent dans sur tous les territoires. Et donc là, le projet, c'est justement d'appliquer ça dans le monde de l'entreprise, parce que je pense qu'effectivement, pour faire changer les sociétés, il faut passer par l'entreprise. L'éducation quand même un peu, avant. Et l'éducation, donc il a créé une école primaire, ça reste anecdotique pour l'instant, parce que c'est une école dans la Drôme, mais je suis en discussion avec la région Île-de-France, parce que et aussi avec la ville de Boulogne-Billancourt, qui étaient des partenaires pour la venue des Kogi, dans l'idée de dire de prolonger ce dialogue et cet échange auprès des jeunes. Le gouverneur Kogi n'a pas cessé de nous dire, mais remettez vos jeunes dehors. Et c'est pas que nos jeunes, lâchez vos téléphones et remettez-vous dehors. Allez apprendre dehors. Et en fait, c'est quand même un sujet majeur. Et donc, on est en train de travailler là-dessus aussi. On a plein de projets. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est une assoce, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, qu'on est un peu tout seul, et qu'en fait, ça intéresse plein de gens, mais ensuite, une fois que vous rentrez un peu dans le dur, c'est toujours pareil, c'est toujours difficile de trouver des relais. Donc, mais l'éducation, bien sûr, c'est un enjeu important. Et pour toi, Marie-Célie, parce qu'en introduction, tu nous as raconté un peu ta rencontre entre la nature des Kogi et la défense. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça change pour toi dans ta perspective? Est-ce que ça t'amène aussi un projet professionnel? Moi, je travaille aujourd'hui beaucoup avec Chendukwa sur justement tout ce sujet, et je les aide à un peu structurer les choses et à voir vers quoi ça peut nous mener. Et dans mes rêves les plus fous, moi, j'aimerais bien pouvoir ne faire que ça, parce que ça me nourrit énormément, et que pour moi, quelque part, c'est une façon de continuer à faire de la politique autrement. Donc, si le jour où ça me nourrit, j'en serais très heureuse. Voilà. Après, l'expérience que j'ai vécue avec eux, et plus généralement, parce que j'ai aussi fait des stages organisés par le PNNS, donc ils m'avaient d'ailleurs préparé beaucoup à avoir cette expérience avec les Kogi, ça m'a très clairement transformée, et ça a transformé ma façon, ma pratique professionnelle. Par exemple, il y a le mois dernier, j'étais sur une mission de gestion de crise dans une organisation. J'ai passé beaucoup de temps à rencontrer les gens pour comprendre. Et je me suis rendu compte que je n'abordais pas les entretiens et les personnes de la même manière, je pense, que ce que j'aurais fait avant. Donc, je pense que, ouais. Donc c'est clairement ça, oui, ça m'a changé. Super. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Peut-être encore pour une dernière question, si parmi ceux qui ne sont pas encore exprimés, il y aurait des questions. Je n'ai pas vu de main levée, mais allez-y, soyez spontanés.
Ils reviennent bientôt? Ils reviennent bientôt? Oui. On est en train de réfléchir à faire venir effectivement des Arhuacos. Il y a 3 peuples, et essentiellement les Arhuacos et les Kogi. Et là, il y a le prochain projet serait avec des Arhuacos, peut-être en mai-juin. Ouais. Quand on avait préparé ton intervention, Marie-Célie, tu m'as dit quelque chose qui m'avait marqué quand tu m'avais expliqué à quel point, en effet, les politiques étaient engagées, mais pas forcément sur le terrain pour plein de bonnes ou moins bonnes raisons. Mais tu nous avais aussi appris que beaucoup d'entrepreneurs s'étaient mobilisés pour vous aider. Et je pense que ton retour d'expérience, en quelques mots, je trouve sympa à entendre parce que c'est quand même super positif. Et est-ce que depuis, vous avez toujours un lien avec certains de ces entrepreneurs, et est-ce que ça a eux aussi changé leur pratique professionnelle? Oui. Alors là, c'est un groupe d'entrepreneurs du CJD, justement. Ce sont des jeunes dirigeants de la région de Lyon, Grenoble. Et en fait, ils sont venus, quand ils ont entendu dire que les Kogi allaient venir, ils nous ont demandé comment ils pouvaient aider. Et ils se sont mis au service du projet. C'est-à-dire que nous, on leur a dit, nous, on a une logistique d'enfer, on a très peu de moyens. Et notamment, on va d'un endroit à l'autre et on ne sait pas comment se transporter, on ne peut pas les mettre dans les trains et tout ça. Et donc, en gros, ils se sont mis au service du projet, ils sont devenus chauffeurs avec leur voiture personnelle, ils ont pris des congés et pendant, ils se sont certains relayés, d'autres ont fait pendant tout le trajet depuis la frontière suisse jusqu'en Camargue, organisant les transports, les accès dans les lieux d'hébergement, les transports de bagages, tous les problèmes logistiques. C'était des patrons de PME. Ils se sont mis totalement au service du projet. Et je les ai revus, j'en ai revu certains il n'y a pas très longtemps parce qu'ils sont venus justement dans la Drôme il y a 3 semaines. On a fait un week-end de remise en état, une espèce d'atelier où c'est pareil, ils sont venus et ils ont amené leurs outils, leurs machins, puis pendant 3 jours, on a réparé plein de trucs qui étaient cassés et ils sont reparlés de cette expérience. Et clairement, pour eux, c'est un moment très, très fort qu'ils ont vécu, d'avoir passé comme ça plusieurs jours avec les Kogi, de voir comment se passaient tous ces temps de dialogue, d'échange. Et certains mettent en pratique et essayent de mettre en pratique dans leur entreprise des approches différentes, très clairement inspirées de ce moment. Donc, c'était très fort. Super. Bon, est-ce qu'il y a une dernière question ou sinon on va peut-être conclure. Alors, tout ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra le replay. Vous pourrez l'avoir. Il y en a qui sont arrivés un petit peu en retard, qui pourront avoir le début s'ils ont raté le début. Mille merci Marie-Célie, c'est passionnant. On pourrait rester encore des heures. Moi, j'avais des questions sur les enfants aussi, les questions qu'ils ont posées, comment ils ont réagi à cette rencontre. Les enfants, ils ont adoré ça. Je voudrais quand même en dire un mot parce que on a une jeunesse qui est quand même, comme élue, ancienne élue, le sujet de la jeunesse, c'est quand même une préoccupation immense. Et puis comme parents, je pense qu'on est peut-être un peu tous des parents. Là, on a organisé des rencontres avec des collégiens, des lycéens, et notamment à Boulogne-Billancourt et puis à Villeurbanne, dans un lycée dit sensible. Et ça a été 2 moments incroyables où les gamins, ils arrivaient un peu avachis. Puis au bout de quelques minutes, ils se sont redressés. Ils ont commencé à mitrailler de questions parce que c'était questions-réponses. Et les Kogi étaient tellement heureux d'avoir. C'est le gouverneur qui les a dit: je veux rencontrer des jeunes, faites-nous rencontrer des jeunes. Et il était super heureux d'avoir ce temps avec les jeunes. Les jeunes posaient toutes les questions que nous, on n'avait jamais osé poser, évidemment. Des questions genre, est-ce que vous vous mariez avec plusieurs femmes? Est-ce que là, comment vous faites sans téléphone? Des questions basiques et puis des vraies questions de mais comment on fait pour vivre sans technologie, quoi. Pour nos gamins, et pour les gamins, c'était vraiment un truc, ils rencontraient des extraterrestres, très clairement. Mais ça s'est fini par un temps avec une joie, avec des enfants qui avaient la banane, qui ensuite se bousculaient autour des Kogi, et les Kogi qui chantaient. Enfin, c'était incroyable. Et je me suis dit quand même d'offrir comme ça à nos jeunes un temps de parole
de rencontre avec l'autre, le totalement autre. C'est quand même difficile de trouver autant autre qu'un peuple autochtone héritier de 500 ans. Et la joie que ça leur donnait, alors qu'on se pose quand même la question de comment donner de la joie et de l'espoir à nos enfants dans un contexte assez difficile, bah là, on leur en a donné, c'était fantastique, vraiment. Bravo, félicitations. Bravo, ouais, super. Bon, un immense merci Marie-Célie encore pour ce témoignage. C'est très, très intéressant, passionnant. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt à toutes et tous. Merci Marie-Célie. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.